Je présente maintenant Adrien Laroche, qui est philosophe, écrivain de romans et d'essais, qui a été conseiller culturel à Tel Aviv, à Vancouver, à Dublin, à Paris, qui a été chargé des discours et de la relation avec les intellectuels au cabinet du ministre de la Culture d'Audrey Azoulay, et qui est maintenant conseiller à l'Institut national d'histoire de l'art, qui a écrit de nombreux livres, dont un que je vous conseille, qui est La Restitution, qui est sur la table du libraire. Le dernier, c'est aussi Qui va là, aux éditions du Rivage, et aussi un essai sur Duchamp, qui s'appelle Duchamp d'essai. Alors, Adrien, tout ce qui a trait à la mémoire, on dirait que ça te met hors de toi, un peu comme Montaigne qui dit que ça le met hors de lui. À 7 ans, ton père disparaît. À 20 ans, tu apprends que ce père est le demi-frère de ta mère, donc aussi ton oncle. À 40 ans, tu apprends... Tu l'as écrit, donc tout le monde le sait, donc je peux le dire. À 40 ans, tu apprends que le disparu n'est pas le géniteur. Donc un père qui devient un oncle, puis enfin qui redevient uniquement oncle et plus du tout géniteur. Vérité multiple, secret, inceste, vol de vie, une mémoire dans tous ses états. On comprend mieux le titre que tu nous donnes. Les morts, pardon, pas les mots. Voilà, encore une fois, bon. Les morts ont donc bien tort de revenir, sans point d'interrogation, puisque vous avez tous reconnu d'où vient cette citation. Non? Bon, il vous le dira à la fin. Donc, dans cette mémoire spoliée, dans ce champ de bataille de la mémoire, comment fait-on pour s'y retrouver et trouver tes repères? Après cette présentation généreuse, je dirais 3 histoires à propos de la servitude de la mémoire, à ne pas confondre avec la mémoire de l'esclavage ou de la servitude. La première histoire est celle de l'incestesse. Lorsque Muriel Flistrève m'a appelé cet été pour me proposer d'intervenir au colloque Gypsy, je lisais le livre 3 des essais de Montaigne et je suis tombé assez vite sur l'exemple de l'incestesse. Qui est-il ? Il s'agit d'une histoire rapportée par Horace dans ses Épodes, c'est 30 ans avant Jésus-Christ. L'incestesse est un homme accusé de conjuration contre Alexandre. Montaigne raconte l'histoire édifiante de cet homme jeté en prison et qui prépare sa défense. Au moment de comparaître devant ses juges pour faire entendre la dite défense, on le sort de la prison et il se met à bafouiller, incapable de retrouver ses mots, ne pouvant suivre le fil de sa pensée et du raisonnement qu'il a laborieusement élaboré et tenté de se remémorer au sortir de sa prison. Les soldats prennent ce trouble et ce silence comme un aveu. Ils déduisent que c'est la faute qu'il a commise, sa culpabilité, et non sa mémoire défaillante qui le font bafouiller. C'est comme s'il s'accusait lui-même, pense-t-il. Et les soldats les plus proches de lui le tuent à coups de pique, il s'effondre et il meurt. Montaigne relate cette histoire pour parler de sa mémoire. Ses biographes, qui se fondent en particulier sur ces pages pour pointer le manque ou le défaut de mémoire de Montaigne, en réalité, l'essayiste, ici, fait appel à sa mémoire pour dire son défaut, ou plutôt sa défiance vis-à-vis de la mémoire. Montaigne commande cet apologue à partir de sa position d'orateur, d'une part, en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'homme. Comme orateur, il précise qu'il préfère ne pas préparer à l'avance son discours, ne veut pas devoir s'appuyer sur des notes ou un plan, car dans ce cas-là, dit-il, il y a toujours un risque, les perdre, mélanger ses papiers, et soudain perdre le fil et se trouver ridicule. Montaigne préfère l'improvisation, parler de chic, être présent à ce qu'il dit au moment où il le dit, devant ceux à qui il s'adresse, sans note.
En tant qu'écrivain, ensuite, il hait la répétition. Il a en horreur l'idée d'écrire 2 fois la même chose ou d'utiliser 2 fois la même référence. Par exemple, l'histoire de l'incestesse. Il accuse ici sa mémoire de lui jouer des tours en lui faisant oublier qu'il a déjà écrit tel ou tel passage dans une autre partie de son texte. Et lorsque l'on pense à l'épaisseur du volume, simplement en termes quantitatifs, à la taille des essais, c'est une gageure et une exigence très louable de ne pas vouloir ainsi se répéter. Donc, en tant qu'orateur, il préfère parler à vif ou de chic. En tant qu'écrivain, il hait la répétition. Et enfin, en tant qu'homme, il ne veut être prisonnier de rien. Montaigne, qui défend à chaque page de son livre la liberté, ne veut être l'esclave de rien, pas même de sa mémoire. Dépendre de sa mémoire serait une manière d'esclavage qu'il refuse, comme il refuse toute servitude. C'est donc au nom de la liberté que Montaigne congédie sa mémoire, et j'y reviendrai. L'histoire de l'incestesse est triplement remarquable, car elle met en scène un homme en prison, prisonnier de sa mémoire, et dont les tours de celle-ci le tuent. Autrement dit, et si je voulais radicaliser encore ce propos, il y a le risque, dès que l'on prend la parole, de mourir. Toute prise de parole se fait au risque de la mort. Et dès que je suis engagé à parler, et donc que la mémoire, et au moins la mémoire de ma langue, peut-être de ma langue maternelle, est mobilisée, je prends le risque de la mort. La seconde histoire que je raconterai au sujet de la servitude de la mémoire, c'est celle de la restitution, ou ce que j'appelle la mémoire désaccordée. Donc j'ai essayé de parler de ces questions, entre autres choses, dans mon roman intitulé « La restitution », dont je dis quelques mots. L'une des questions de ce roman est celle de la spoliation, en particulier de la spoliation de la mémoire. C'est un livre qui se passe au XXe siècle, parti à Vilnius, la Jérusalem du Nord, en Lituanie, où a lieu une conférence internationale sur la spoliation des biens juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et parti à Paris, à la BNF, sur le quai d'Austerlitz. Le contexte du livre, son substrat historique, c'est donc la spoliation en Europe par les nazis, spoliation d'objets, les œuvres d'art, qui m'intéressaient ici en particulier, mais aussi les instruments de musique, tous les objets, vaisselle, vêtements, jouets, livres, poignées de porte, linteaux de cheminée, etc. Et donc spoliation à travers ces objets de la mémoire. L'interrogation du roman est alors celle-ci: la mémoire peut-elle être spoliée? Pour y répondre, je mets en présence 3 personnages. Henri Berg, un enfant devenu adulte qui est le narrateur du livre, un vieil homme qui s'appelle Herb Morgenstern, collectionneur d'art, rencontré durant cette conférence et qui est à la recherche du piano spolié de son père, et une jeune femme, Laetitia, qui tient la pension où loge le narrateur et dont le père est mort sous un régime communiste. Et donc ces 3 personnages ont tous en commun ce que j'appelle une mémoire désaccordée. Morgenstern, le collectionneur, est hanté par ce piano, objet noir, lourd, mélancolique, suicidaire même, qu'il veut absolument retrouver et dont en même temps il souhaite plus que tout pouvoir en débarrasser sa mémoire. Pris entre la passion de la restitution et la volonté d'oublier. Laetitia, elle, est prise dans l'impossibilité du deuil. Son père disparu sous le régime communiste, elle ne sait s'il est vivant ou s'il est mort. Le deuil est donc impossible et interminable. Et Henri Berg, le narrateur, rencontre ses 2 amis et avec eux essaye d'explorer une certaine mémoire, la sienne. Cet enfant a appris ses origines, on y vient, de manière discontinue, désordonnée, contradictoire, destructrice. Il a d'abord perdu son père, comme vous savez, juif, une première fois. Le père est mort lorsque l'enfant avait 7 ans, premier choc. Puis elle a découvert, 20 ans plus tard, que ce père était aussi le frère de sa mère, et donc son oncle. Coupable, l'enfant s'éprouve la progéniture de l'inceste. Et ici, l'enfant en question pourrait s'exclamer « l'incestesse, c'est moi ».
Encore 20 ans plus tard, l'enfant a maintenant plus de 40 ans, sa mère lui révèle que le mort n'est pas le géniteur. Il a donc un père vivant. Il gagne, l'inceste est une fiction, et il perd, le père de son enfance, qu'il doit donc encore une fois revisiter. Vous voyez donc que ces révélations successives ont créé chez cet enfant un désordre de la mémoire, une catastrophe psychique, un chamboule-tout du cerveau que rien ne peut réparer, aucune restitution. Alors pour dire cette parenté, pour restituer cette filiation, la mienne donc, pour aller vite, j'ai eu besoin, pour des raisons qui tiennent en partie à cette histoire, à mes recherches d'écrivain et à des motivations que je ne saisis pas moi-même, de convoquer la spoliation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, pas moins. Mais quel rapport avec la spoliation, me direz-vous? Eh bien, il me semble que le secret est un instrument de spoliation de la mémoire. Je vois le secret comme une sorte de main qui vient plonger dans le cerveau et piller les ressources de la mémoire. En tant qu'il n'est pas su, au sens d'un savoir rationnel, qu'il est hérité sans être divulgué, qu'il agit, le secret vient ruiner la mémoire de celui qui le loge. D'où la question, à l'origine du livre, peut-on spolier la mémoire d'autrui? Les trois personnages vont donc explorer ces ravages de la mémoire. Tous désirent finalement faire la sortie, d'Égypte ou pas, se libérer moins donc de la mémoire de l'esclavage que de la servitude de la mémoire même. Donc avant de conclure, ce n'est pas la conclusion, je vais vous lire un court extrait de ce livre, parce que l'intitulé de notre colloque Gypsy est donc la mémoire nous joue-t-elle des tours, et ce petit texte a pour objet un jeu de la mémoire que vous connaissez et qu'on appelle précisément un mémo, mais un mémo un peu particulier. Donc je vous lis d'abord ce texte avant de conclure. Donc c'est le narrateur de la restitution, le petit Henri Berg, enfin devenu grand, qui s'adresse au café Stendhal de Vilnius à ses deux amis. Comme vous le savez, leur dit-il en ajoutant aux paroles les gestes, le mémo est un jeu de mémoire conçu pour les enfants à partir de 3 ans et demi. La boîte de ce jeu contient 30 cartons de 10 x 10 cm. Il s'agit, après avoir disposé les cartes battues à l'envers sur la table ou le sol, en les retournant et en mémorisant les images dont chacune est reproduite 2 fois, de trouver le plus de paires possible. Cerf-volant avec cerf-volant, bretzel avec bretzel, toupie ou tortue avec sa pareille, etc. Lorsque vient son tour, chacun des joueurs retourne 2 plaques dans l'espoir de former une paire d'objets. Ce jeu se joue dans l'espace et le temps. Au premier coup, le hasard seul intervient. Dès le second, la mémoire, d'où le nom donné à cet exercice, entre en jeu. Le mémo se joue le plus souvent en famille. Il permet d'exercer celle de l'enfant. Même si ce n'est pas conseillé, parfois, un parent fera mine de ne pas se souvenir de la place de tel Indien ou de telle tortue pour laisser au tour suivant le rejeton faire un coup gagnant. Maintenant, représentez-vous une partie de mémo au cours de laquelle, alors que le petit s'efforce de retrouver la place du bretzel qu'il est certain d'avoir aperçu, une main invisible vient dans son dos rebattre les cartes, en quelque sorte déplacer les cartons, modifier la place des pièces, si bien que jamais l'enfant ne retrouve le carton qu'il croyait retourner, se trouve chaque fois avec dans les mains une image inattendue et doit sans cesse mentalement essayer de recomposer avec ces données nouvelles l'architecture secrète, l'organisation cachée, la disposition perpétuellement en mouvement de la partie qui se défait à mesure qu'elle se joue. Comme si, à chaque coup, dans son dos, toutes les pièces avaient été déplacées. Celui dont on a volé l'histoire, qui ignore d'où il vient, de qui il est le fils, de celui-ci, puis-je penser qu'en touchant au présent de sa naissance, son avenir lui a été confisqué pour longtemps. Enfin, je terminerai avec l'histoire des hachoirs. S'il s'agit d'une autre mémoire possible et d'une mémoire
extra-européenne. Il y a en effet d'autres mémoires et d'autres manières de se rapporter à la mémoire, et je m'appuierai sur un Montaigne contemporain qui est l'anthropologue Philippe Descola, et dans sa somme intitulée « Par-delà nature et culture », j'ai été très intéressé par ce qu'il dit donc des Achuars, un peuple contemporain qui vit dans la forêt amazonienne. Chez les Achuars, la mémoire du passé proche est inexistante. Les Achuars ont oublié jusqu'au nom de leurs grands-parents, l'endroit où ils vivaient, ce qu'ils avaient accompli. Chez les Achuars, on ne cultive guère le souvenir au-delà de ce que les vivants peuvent se remémorer de ce qu'ils ont vu. Donc vous voyez le contraste qu'offre un tel régime de temporalité et de mémoire avec celui d'un monde comme le nôtre, où le poids de la filiation, le culte des héritages, l'ancestralité nous domine à chaque instant, où le fardeau de l'histoire, de ce que nous devons aux générations précédentes et aux siècles écoulés, nous limite à chaque instant. Ici, le passé est censé nous déterminer dans ce que nous sommes et préfigurer la forme que l'avenir prendra. Inversement, une société où tout cela n'a pas de sens, bien que gouvernée par la coutume, et là je cite Descola, offre l'impression d'une liberté individuelle illimitée. C'est précisément cette liberté que recherchaient Montaigne et d'autres, en ne voulant pas être le serf de sa mémoire. Voilà, je vous remercie.